Au printemps 1922, en Bretagne, une fillette de 2 ans disparut d'une ferme familiale. En quelques semaines, ce qui semblait un simple drame devint l'un des mystères les plus effroyables de France. Pauline Picard vivait avec ses parents dans une ferme isolée, au milieu des champs de Plouesquet. Le vent marin balayait sans cesse les haies de pierre et les cris des mouettes se mêlaient au bêlement des chèvres. Ce matin-là, le ciel était pâle, traversé de nuages lourds, mais rien ne laissait présager la tragédie à venir. Pauline jouait dans la cour, traînant derrière elle une vieille poupée aux cheveux de laine effilochés. Ses parents travaillaient aux étables, habitués à ce qu'elle s'amuse près de la maison, à portée de voix. Quand sa mère leva les yeux, elle crut la voir derrière la remise. Une silhouette menue, une robe claire qui disparaissait dans l'ombre. Elle appela doucement « Pauline, viens ici !» Mais aucune réponse. Ce fut d'abord une inquiétude légère, presque banale, comme lorsqu'un enfant se cache pour jouer. Pourtant, après plusieurs minutes à chercher derrière le puits, près du champ et dans la grange, la peur commença à s'infiltrer dans le ventre de la mère, comme une eau glacée. Le père accourut, jetant sa fourche à terre. Il appela à son tour, la voix plus ferme. « Pauline! Pauline !» Les cris se perdirent dans le vent. La ferme sembla soudain trop grande, pleine de recoins où une enfant pouvait disparaître. La sœur aînée Jeanne monta en courant sur le grenier à foin, pensant qu'elle s'y était réfugiée. Rien. Le frère cadet fouilla derrière les tas de bois, essoufflé, mais il ne trouva que des empreintes de bottes dans la boue, trop grandes pour être celles de Pauline. La panique gagna rapidement toute la maisonnée. La mère, pâle, serrait sa coiffe entre ses doigts tremblants. Le père, le visage durci, prit la route du village pour appeler à l'aide. Dans une petite communauté bretonne, un tel cri ne restait pas sans réponse. Bientôt, les voisins arrivèrent, fourche et lanterne à la main, formant un groupe décidé. On appela les gendarmes de Lesneven. La recherche s'organisa à la hâte. On fouilla les champs de pommes de terre, les haies épaisses où les ronces s'accrochaient aux vêtements, et même les fossés pleins d'eau stagnante. Des chiens furent lâchés pour suivre une éventuelle piste, mais ils tournaient en rond, désorientés, comme si l'odeur de la petite s'était volatilisée. Certains affirmèrent avoir vu un renard rôder, d'autres murmuraient qu'un étranger avait été aperçu près de la route de Brest. La nuit tomba, sans qu'on retrouve la moindre trace. La ferme résonnait des pas lourds et des chuchotements inquiets. La mère s'effondra, sanglotant dans les bras d'une voisine. Le père restait debout, immobile, les yeux perdus dans le noir, incapable de parler. Dans la campagne bretonne, on connaissait la dureté de la vie. La mer prenait des marins, les champs tués par accident. Les maladies frappaient sans prévenir. Mais qu'un enfant disparaisse ainsi, sans cri, sans lutte, sans témoin, c'était une blessure qui dépassait l'entendement. Au matin, les journaux locaux mentionnaient déjà la disparition. On parlait d'un mystère, d'une enquête urgente. Le nom de Pauline Picard franchit les frontières du village, devenant un sujet d'angoisse collective. Des volontaires affluèrent des hameaux voisins, certains par compassion, d'autres par curiosité morbide. Le curé mena une prière spéciale à l'église, demandant à Dieu de protéger l'enfant et d'éclairer ceux qui la cherchaient. Les gendarmes interrogeaient chaque passant, chaque colporteur, chaque voyageur de commerce. Ils examinaient les carrioles, fouillaient les granges, inspectaient les chemins creux où la brume s'attardait. Rien, pas un ruban, pas une chaussure, pas une trace. C'était comme si la terre de Plouesquet avait englouti Pauline sans laisser de signe. Dans la cuisine de la ferme, l'air restait lourd, saturé de silence. La poupée de Pauline reposait sur la table, inerte, et ses yeux de bouton semblaient fixer les visages accablés de la famille. La mère la serrait parfois contre sa poitrine, comme pour s'accrocher à un fragment de son enfant. Jeanne, la sœur, restait figée près de la porte, refusant de dormir, convaincue qu'on frapperait d'un instant à l'autre pour ramener Pauline. Mais personne ne vint. Et déjà les murmures dans le village changeaient de ton. Certains disaient « On ne retrouve pas une enfant après une nuit dehors ». D'autres évoquaient des superstitions anciennes, les corrigans des Landes, les esprits de la mer, les disparitions qu'on ne pouvait expliquer que par la légende. La Bretagne, terre de pierres levées et de récits transmis au coin du feu, avait toujours abrité ces ombres. Et cette nuit-là, elle semblait s'être refermée sur une petite fille de 2 ans, sans que personne ne sache pourquoi. Le 2e jour après la disparition de Pauline, le village entier s'était transformé en terrain de recherche. Des groupes de paysans parcouraient les landes, d'autres s'aventuraient dans les bois sombres, où la mousse étouffait les pas. Les gendarmes dirigeaient les battues, alignant les hommes en rangs espacés pour peigner chaque mètre carré. On entendait des cris dans toutes les directions. « Pauline ! Pauline !»
Mais seuls les corbeaux répondaient, leur croassement résonnant comme une moquerie. Le père Picard, épuisé, marchait sans relâche, refusant de rentrer. Ses bottes s'enfonçaient dans la tourbe, ses yeux cherchaient désespérément la moindre trace. À plusieurs reprises, il crut distinguer une empreinte minuscule dans la boue, un ruban accroché à une branche. Mais chaque fois, l'espoir se brisait en constatant qu'il s'agissait de rien, d'une illusion née de la fatigue et de la peur. Dans le village, les discussions s'assombrissaient. Certains affirmaient avoir vu un inconnu rôder près de la côte, un homme à l'allure sale qui demandait son chemin. D'autres juraient qu'une carriole avait été aperçue sur la route de Morlaix, avançant vite malgré la nuit. Les rumeurs enflaient, nourries par l'impuissance collective. Le 3e jour, les prêtres des paroisses voisines furent invités à prier. On organisa une procession autour de la ferme Picard, portant une statue de la Vierge, décorée de fleurs blanches. Les femmes chantaient, les hommes marchaient tête baissée. Pourtant, même ces gestes de piété semblaient dérisoires face au silence implacable qui entourait la disparition. Dans les soirées, quand la fatigue obligeait les équipes à se replier, on se réunissait dans l'auberge du village. Là, les langues se déliaient. On parlait de loups, bien qu'ils fussent rares dans la région depuis des années. On évoquait aussi les histoires plus anciennes, celles que les anciens racontaient à la veillée. Des enfants emportés par les corrigans, des âmes volées par les marais. Certains riaient nerveusement, d'autres faisaient le signe de croix. La Bretagne portait encore en elle ses légendes, et chaque mystère leur donnait une nouvelle vigueur. La mère de Pauline, quant à elle, refusait de quitter la maison. Ses yeux rougis fixaient la porte, comme si l'enfant allait y apparaître d'un instant à l'autre. Elle gardait sa coiffe en désordre, ses mains tremblaient en serrant le chapelet. Ses voisines tentaient de la réconforter, lui apportant du bouillon, l'obligeant à s'asseoir. Mais rien n'atteignait son cœur glacé. Elle murmurait sans cesse « Elle est là, quelque part, elle est vivante ». Les jours se changèrent en semaines. L'affaire dépassait bientôt les limites du Finistère. Les journaux parisiens commencèrent à publier des articles. On parlait de « l'énigme de Ploescat ». Des journalistes arrivèrent, notant chaque détail, interrogeant les villageois, amplifiant les rumeurs. Plus on parlait de l'affaire, plus l'angoisse grandissait. Un soir, un gendarme rapporta avoir entendu une petite voix au bord d'un champ, comme un chant d'enfant. On accourut, armé de lanternes. On fouilla chaque fourré, chaque sillon. Mais la voix disparut aussitôt qu'on s'approcha. On ne retrouva rien, ni pas, ni traces, ni vêtements. Le gendarme jura pourtant n'avoir pas rêvé. Cette rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Dans les tavernes, on répétait « On l'a entendu chanter, mais on ne l'a pas vu ». Les Picards, eux, commençaient à sombrer dans une fatigue morbide. Les enfants plus âgés restaient silencieux, n'osant plus jouer dans la cour. La maison s'était changée en lieu de recueillement muet, où le moindre bruit paraissait déplacé. Les repas se prenaient sans parole, interrompus seulement par le grincement des couverts sur les assiettes. Le 10e jour, les gendarmes durent admettre leur impuissance. Ils avaient exploré les forêts, les côtes, les marais. Ils avaient interrogé tous les colporteurs, fouillé toutes les carrioles. Aucune preuve, aucune piste ne tenait. Pauline semblait avoir disparu dans l'air. Alors, un silence pesant abattit sur le village. Les recherches devinrent moins nombreuses, les volontaires se firent rares. Les journaux continuèrent à relater l'affaire, mais les gens commençaient à penser à autre chose, comme si, peu à peu, on voulait oublier. Mais pour les Picards, l'oubli était impossible. Chaque soir, la mère fixait la chaise vide à table. Chaque matin, le père regardait la cour vide où Pauline avait joué pour la dernière fois. L'absence devenait une présence en elle-même, lourde, suffocante. Et c'est dans cet abîme de silence qu'une nouvelle survint, bouleversant tout. À plus de 40 kilomètres de là, une petite fille, seule, avait été retrouvée au bord d'un chemin. Elle ressemblait étrangement à Pauline. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans la vallée de Ploescat. Un paysan de la commune de Châteauneuf-du-Faux, à plus de 40 kilomètres de la ferme des Picards, avait découvert une fillette errant au bord de chemin. Elle marchait pieds nus, la robe déchirée, les cheveux emmêlés. Elle ne pleurait pas. Elle avançait lentement, d'un pas maladroit, comme si elle ne savait pas vraiment où aller. Lorsque le paysan lui parla, elle leva les yeux, mais ne répondit pas. Elle semblait hébétée, le regard perdu.
La nouvelle circula rapidement, une enfant avait été trouvée, et certains disaient déjà qu'elle ressemblait à Pauline Picard, l'enfant disparu dont les journaux parlaient depuis des semaines. Les gendarmes avertirent immédiatement la famille. Le père Picard monta dans une carriole accompagné de 2 voisins. Le voyage jusqu'à Châteauneuf fut long et silencieux. Les chevaux tiraient sur les rênes, les roues grinçaient dans les ornières, mais dans l'esprit du père tout se confondait, l'espoir, la peur, la douleur. Et si ce n'était pas elle? Et si au contraire c'était bien Pauline, mais changée à jamais par ce qu'elle avait vécu? Lorsqu'ils arrivèrent au poste de gendarmerie, une foule s'était déjà rassemblée. Les curieux murmuraient, certains se hissaient sur la pointe des pieds pour apercevoir l'enfant. Le père entra dans la petite salle. Là, assise sur une chaise, une fillette serrait contre elle une couverture trop grande pour son corps. Elle leva les yeux. Un instant, le père sentit ses jambes se dérober. C'était Pauline. Le même visage rond, les mêmes boucles claires, les mêmes yeux profonds. Il s'approcha, hésitant, puis tomba à genoux. « Pauline, ma petite !» La fillette le regarda sans un mot. Elle ne sourit pas, ne tendit pas les bras. Elle cligna simplement les yeux, comme si elle observait un étranger. Le père la prit doucement dans ses bras. Elle ne résista pas, mais elle ne montra pas non plus de joie. Le silence qui entourait ce geste troubla les témoins. Pourtant, on déclara officiellement, Pauline Picard avait été retrouvée. De retour à Plouescat, l'accueil fut presque triomphal. Les voisins accoururent, serrant la main du père, embrassant la mère en larmes. La maison se remplit de monde. On répétait partout « Un miracle !» Les journaux titraient « La petite Pauline retrouvée saine et sauve ». Mais très vite, dans l'intimité du foyer, des ombres se glissèrent. La mère d'abord remarqua que Pauline ne parlait pas. Avant, elle babillait, disait des mots simples, appelait sa sœur par son prénom. Maintenant, elle restait muette. Parfois, elle articulait quelques sons, mais aucun mot clair. On l'expliqua par le choc, par la fatigue. Puis vinrent d'autres détails. Pauline ne semblait pas reconnaître sa poupée, celle qu'elle serrait toujours contre elle en dormant. Elle la regarda comme un objet inconnu, avant de la laisser tomber sur le sol. Elle ne réagit pas non plus en voyant ses frères et sœurs. Pas de sourire, pas de geste d'affection. Les voisins qui venaient la voir se rassuraient entre eux. « C'est normal, elle a dû souffrir, ça reviendra !» Mais la mère sentait son cœur se serrer. Parfois la nuit, elle surprenait la petite assise sur son lit, les yeux ouverts, fixant le mur, comme plongée dans une pensée inaccessible. Un soir, alors que le vent faisait trembler les volets, Pauline se mit à fredonner. Ce n'était pas une comptine bretonne, ni une chanson d'enfant connue. C'était une mélodie lente, aux sonorités étranges, presque ancienne. La mère resta pétrifiée, incapable de comprendre d'où elle tenait ce chant. Peu à peu, les Picards comprirent qu'ils avaient bien retrouvé une enfant, mais que quelque chose en elle échappait à toute explication. Était-ce vraiment Pauline, leur Pauline, ou une autre fillette qui lui ressemblait trop? Dans le village, les rumeurs reprirent de belle pluie. Certains disaient qu'elle avait été enlevée, puis rendue, transformée par ses ravisseurs. D'autres murmuraient des histoires plus anciennes, les Korrigan, ces esprits farceurs, qui volaient les enfants pour les remplacer par des doubles. Le mot commença à circuler, chuchoté entre les vieilles femmes. Changeling. Mais dans la maison Picard, ce n'était pas une légende. C'était une présence silencieuse, un mystère assis à table chaque soir, une enfant qui ressemblait à Pauline, mais dont le regard semblait venir d'un autre monde. Le retour de Pauline à la ferme aurait dû être un soulagement. La maison Picard, sombre depuis des semaines, s'emplissait soudain de voix, de rires forcés, de visites incessantes. Les voisins venaient offrir des cadeaux, un ruban, une poupée, des sucreries. Tous voulaient voir l'enfant revenu du néant. On répétait qu'un miracle avait eu lieu, qu'il fallait remercier le ciel. Mais derrière les sourires, quelque chose clochait. La mère observait chaque geste, chaque regard. Pauline s'asseyait sans protester là où on la posait, docile mais inexpressive. Lorsqu'on lui parlait, elle tournait parfois la tête, mais ses yeux restaient vides, comme si les mots ne l'atteignaient pas. Elle acceptait la nourriture, mais ne demandait rien. Le soir du premier dîner, le père tenta de retrouver une atmosphère normale. Il plaça Pauline sur ses genoux comme autrefois et lui montra son assiette de soupe. Elle porta la cuillère à sa bouche lentement, puis s'arrêta, fixant la cheminée. La mère lui murmura « Tu te souviens, Pauline ? Tu aimais tremper ton pain dans la soupe ?» L'enfant ne réagit pas. Elle mâcha une bouchée sèche, puis se remit à fixer les flammes. La sœur aînée, Jeanne, osa s'approcher avec la poupée préférée de Pauline, celle qu'elle avait toujours gardée au lit. Elle l'attendit. Pauline prit l'objet dans ses mains, le tourna entre ses doigts,
puis le laissa tomber au sol sans un mot. Jeanne recula, les larmes aux yeux. Les jours suivants, les détails s'accumulèrent. Pauline ne reconnaissait pas les animaux de la ferme. Elle s'approcha d'une chèvre avec curiosité, comme si elle n'en avait jamais vu. Quand elle entra dans l'étable, elle sursauta au braiement d'un âne, son visage se tordant d'une frayeur incompréhensible. La nuit, son comportement devenait plus troublant encore. On la retrouvait parfois assise dans son lit, les yeux ouverts, fredonnant cette mélodie étrange, entendue déjà une fois. Les notes n'appartenaient à aucune chanson connue, elles semblaient venir d'un autre âge, d'une autre langue. Sa mère, glacée, n'osait pas interrompre. Un soir, alors que la pluie battait sur les vitres, la mère entendit des murmures d'étouffés. Elle crut que c'était Pauline qui parlait enfin. Elle entr'ouvrit la porte de la chambre. L'enfant, assise dans l'obscurité, balançait doucement la tête en répétant des sons gutturaux rapides qui ne ressemblaient à rien de breton. Sa mère recula, effrayée. Le lendemain, quand elle tenta de l'interroger, Pauline resta muette, comme si rien ne s'était passé. Les voisins, eux, continuaient de rendre visite, mais certains sortaient troublés. « Elle a changé », disait-il à voix basse. « Elle n'est pas comme avant. » On expliquait cela au traumatisme. L'enfant avait vécu quelque chose d'horrible, forcément, et sa mémoire était brisée. Mais les vieilles femmes du village chuchotaient d'autres mots. Elle n'est pas revenue entière, ou peut-être que ce n'est pas elle. Le père Picard refusait d'entendre de telles paroles. À ceux qui s'inquiétaient, il répondait sèchement « C'est ma fille, elle est là, et c'est tout. » Mais même lui, parfois, surprenait un geste qui le glaçait. Pauline ne riait plus. Elle ne pleurait pas non plus. Ses yeux semblaient toujours fixer un point invisible, comme s'il écoutait une voix que les autres n'entendaient pas. Un soir, la famille était réunie autour du feu. Le vent sifflait dans la cheminée, et les flammes projetaient des ombres tremblantes sur les murs. Soudain, Pauline se leva, sans prévenir. Elle marcha jusqu'à la porte et posa sa main sur le bois, comme pour l'ouvrir. Son père la retint doucement. Elle tourna alors sa tête vers lui, et pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un sourire d'enfant. Ses lèvres s'étirèrent lentement, sans chaleur, révélant un regard fixe et glacial. Le père lâcha sa main, pris d'un frisson qu'il ne sut expliquer. Cette nuit-là, il dormit mal. Dans ses rêves, il revoyait le sourire de sa fille, déformé, inhumain. Au matin, il essaya de se convaincre qu'il avait exagéré, que la fatigue l'avait trompé, mais dans le fond de lui, une certitude commençait à s'installer. Pauline était revenue, mais Pauline n'était plus la même. Les semaines qui suivirent l'étrange retour de Pauline virent s'installer dans le village un climat de méfiance et de malaise. Au début, les gens venaient encore féliciter les Picards, mais peu à peu les visites cessèrent. Les voisins passaient devant la ferme en silence. Certains faisaient même un détour pour éviter de croiser la famille. Les rumeurs circulaient désormais à voix basse, dans l'ombre des auberges ou aux abords de l'église. On racontait que la petite fille qui vivait chez les Picards n'était pas Pauline, qu'elle avait été remplacée. On évoquait le mot interdit, murmuré comme une malédiction. Changeling. Une créature laissée par les Korrigans, ces êtres du folklore breton qu'on accusait de voler les enfants pour déposer à leur place des doubles imparfaits. La mère, elle, commençait à douter malgré elle. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut et trouvait Pauline debout près de son lit, immobile, la fixant dans l'obscurité. L'enfant ne disait rien, puis, sans un bruit, retournait se coucher. La mère osait à peine respirer dans ces instants, le cœur battant comme si une étrangère se tenait là, dans la chambre de ses enfants. Une vieille voisine connue pour ses croyances osa un jour lui dire en confidence « Ce n'est pas ta fille. Regarde ses yeux. Regarde comment elle ne sourit jamais. Les Korrigans l'ont prise. Ce qu'ils t'ont rendu n'est pas elle. » La mère repoussa d'abord ces paroles, mais les mots s'incrustèrent dans son esprit comme une écharde. Le père, lui, refusait obstinément d'écouter ces superstitions. Pourtant, même lui ne pouvait ignorer certains détails. Un soir, alors qu'il réparait une barrière, il entendit Pauline chanter derrière lui. Mais ce n'était pas la voix d'une enfant de 2 ans. C'était une mélodie gutturale, basse, qui le glaça le sang. Quand il se retourna, elle le fixait de ses grands yeux vides, arrêtant net son chant, comme si elle savait qu'il l'avait entendu. Les animaux eux-mêmes semblaient perturbés. Les chiens aboyaient chaque fois qu'elle approchait, refusant de se laisser caresser. Les poules s'agitaient dès qu'elle entrait dans le poulailler, certaines allant jusqu'à se blesser en tentant de fuir.
Même les vaches, habituellement dociles, reculaient quand elles traversaient l'étable. Un après-midi, la sœur aînée Jeanne jouait à lancer un ballon dans la cour. Elle invita Pauline à le rattraper. La fillette s'avança, ramassa la balle et l'écrasa lentement sous son pied sans quitter Jeanne des yeux. Le geste, simple mais cruel, fit éclater Jeanne en sanglots. Pauline se détourna et repartit vers la maison, comme si de rien n'était. À l'église, le curé tenta d'apaiser les craintes. « L'enfant a souffert. Elle doit réapprendre à vivre parmi nous. N'ajoutez pas vos superstitions à la douleur de ses parents. » Mais dans le secret des chaumières, les discussions prenaient un autre ton. Certains disaient qu'il fallait consulter un rebouteux, d'autres qu'il fallait emmener l'enfant près des pierres levées, là où les anciens exorcisaient jadis les maléfices. Un soir d'avril, un événement vint renforcer ces murmures. Alors que la famille soupait, Pauline leva soudain la tête et prononça une phrase entière. Mais ce n'était pas en français, ni en breton. C'était une suite de mots gutturaux, rapides, incompréhensibles. La mère lâcha sa cuillère. Le père pâle frappa du poing sur la table. « Assez !» Mais l'enfant continua quelques secondes, ses yeux brillants fixés sur le mur, avant de s'arrêter d'un coup. Puis elle replongea dans son mutisme, comme si de rien n'était. La nouvelle se répandit rapidement. On disait qu'elle parlait la langue des esprits, que ce n'était pas une enfant, mais une créature ancienne. Le mot « changeling » revenait sans cesse, porté par la peur et les vieilles légendes bretonnes. Pour la famille Picard, la maison devint une prison silencieuse. Chaque soir, on se couchait avec l'angoisse de ce que Pauline ferait dans la nuit. Chaque matin, on priait pour que la journée passe sans incident. Mais au fond, une question obsédait chacun d'eux. Si ce n'était pas Pauline qui vivait sous leur toit, alors où était la vraie enfant ? Les jours suivants plongèrent la famille Picard dans une angoisse silencieuse. Pauline, ou ce qui ressemblait à Pauline, semblait s'enfoncer chaque jour un peu plus dans une étrangeté insoutenable. Au petit matin, on la retrouvait souvent debout dans la cour, pieds nus, sur la terre humide, le regard tourné vers la lisière du bois. Elle restait ainsi immobile, parfois pendant 1 heure entière, insensible au froid ou à la pluie. Quand sa mère l'appelait, elle se retournait lentement, sans un mot, avant de rentrer dans la maison. Les repas devinrent un supplice. Pauline refusait certains aliments qu'elle aimait autrefois. Elle ne mangeait que du pain sec qu'elle mâchait longuement, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée. Une fois, la mère la surprit en train de tracer des formes dans sa soupe avec la cuillère, des cercles entrecroisés, des spirales répétées encore et encore jusqu'à ce que le liquide refroidisse. Les autres enfants de la maison commençaient à la craindre. Jeanne, la sœur aînée, refusa de dormir dans la même chambre. Le petit Louis, encore plus jeune que Pauline, éclatait en sanglots dès qu'elle s'approchait. Même la mère, épuisée, se surprenait à hésiter avant de la prendre dans ses bras. Dans le village, les rumeurs s'étaient transformées en certitudes. On murmurait qu'un démon habitait l'enfant. Les vieilles femmes affirmaient que les Corrigans avaient emporté la véritable Pauline dans leur grotte souterraine et qu'ils avaient laissé à la place une créature sans âme. « Regardez ses yeux, disait-elle, on n'y voit pas de lumière. » Une nuit de tempête marqua un tournant. Le vent faisait trembler les volets, la pluie martelait le toit. Vers minuit, le père Picard se leva pour vérifier les bêtes. En traversant la cour, il aperçut une silhouette sous l'arbre du puits. Pauline, debout dans la bourrasque, semblait murmurer au vent. Quand il s'approcha, il comprit qu'elle ne parlait pas seule. Une voix grave et rauque répondait depuis l'obscurité du bois. Le père se précipita, mais lorsqu'il atteignit sa fille, le silence était total. Pauline le regarda, impassible, puis retourna dans la maison comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, il ne dit rien à sa femme, mais il passa la journée à prier en silence, le visage fermé, les mains crispées. Les animaux de la ferme continuaient à réagir étrangement. Un matin, on trouva une vache morte dans l'étable, sans blessure apparente. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une expression de terreur. Le même jour, plusieurs poules furent retrouvées égorgées, leurs corps disposés en cercle derrière la grange. Le père voulut croire à un travail de renard, mais aucun prédateur n'aurait disposé les cadavres ainsi. Un soir, alors que la famille était rassemblée autour du feu, Pauline se mit à rire. Pas un rire d'enfant, mais un son guttural, étranglé, qui fit frissonner tous les présents. Elle riait seule, sans raison, fixant la flamme comme si elle voyait quelque chose dans le feu. La mère, blême, lui saisit les épaules en criant « Pauline, arrête !»
mais l'enfant continua de rire plus fort, jusqu'à ce qu'elle s'effondre brusquement, comme épuisée. À l'église, le curé finit par céder à la pression. Il se rendit chez les Picard avec son goupillon et récita des prières d'exorcisme. Pauline resta assise tout le long, silencieuse, les yeux baissés. Mais au moment où l'eau bénite toucha son front, elle se mit à hurler, un cri aigu inhumain, qui fit reculer même le prêtre. Elle se débattit avec une force surprenante, frappant des bras et des jambes jusqu'à ce que sa mère la serre contre elle. Puis, soudain, le cri cessa. Pauline se calma, reprit son mutisme habituel, comme si rien ne s'était passé. Après cet épisode, le curé évita d'en parler, mais les villageois n'avaient plus de doute. La chose qui vivait chez les Picard n'était pas une enfant. Pourtant, au milieu de cette folie, une question continuait à hanter la famille. Si cette créature n'était pas Pauline, alors qu'était-elle devenue leur véritable fille ? Le 1er mai 1922, alors que les habitants de Ploucast commençaient à se résigner au mystère, un berger fait une découverte qui bouleversa tout. Non loin des terres Picard, à la lisière d'un champ bordé de haies épaisses, il remarqua une odeur insoutenable. En s'approchant, il distingua quelque chose parmi les ronces, un corps. Les gendarmes furent immédiatement appelés. Ce qu'ils trouvèrent glaça le sang de tout le village. Là, allongé sur le sol détrempé, gisait un petit cadavre. Le corps était déjà en état de décomposition avancée, le visage méconnaissable, mais un détail ne laissait aucun doute, les vêtements. C'était la robe de Pauline, celle qu'elle portait le jour de sa disparition. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gens se pressaient à distance, les mains jointes sur la bouche. Certains faisaient le signe de croix. Le père Picard fut appelé pour identifier ce qu'il pouvait. Lorsqu'il vit la robe, il tomba à genoux, incapable de parler. Sa femme tenue à l'écart cria son nom en vain avant de s'effondrer dans les bras d'une voisine. Mais une question encore plus terrible surgit immédiatement. Qui était alors l'enfant qui vivait depuis des semaines chez les Picard ? Les gendarmes tentèrent de calmer la foule. Ils parlèrent d'une erreur, d'une confusion possible, mais le doute était là, implacable. Dans les veillées, les conversations tournaient à obsession. L'enfant revenu n'était pas Pauline, et maintenant on en avait la preuve. La mère refusa d'abord d'y croire. « Ce n'est pas possible, elle est là, elle vit !» Mais au fond d'elle-même, une certitude grandissait. Chaque geste étrange, chaque regard vide, chaque chant guttural prenait un nouveau sens. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait refusé de voir. L'enfant sous son toit n'était pas sa fille. Cette nuit-là, la maison devint un tombeau de silence. Les enfants aînés pleuraient en cachette, blottis les uns contre les autres. Le père restait assis devant la cheminée, le visage couvert d'ombre, ses mains tremblantes autour d'un verre de cidre qu'il ne portait jamais à ses lèvres. La mère, blême, se rendit dans la chambre de Pauline. L'enfant dormait, paisible, respirant doucement. Mais en la regardant, la mère sentit un frisson parcourir son corps. Ce sommeil était trop calme, trop parfait, comme celui d'une statue animée. Le lendemain, les gendarmes revinrent, cherchant à interroger l'enfant. Ils tentèrent de lui parler, de lui poser des questions simples. Elle resta muette, ses yeux fixés sur le sol. L'un d'eux, impatient, insista. « Comment t'appelles-tu » L'enfant leva lentement la tête et prononça quelques mots. Mais ce n'était pas Pauline. C'était une suite de sons inintelligibles, sifflants, gutturaux. Les gendarmes échangèrent un regard inquiet et mirent rapidement fin à l'entretien. Dans le village, certains exigeaient désormais que la famille chasse l'enfant, qu'elle soit confiée à l'église ou même abandonnée au bois. « Ce n'est pas humain », disait-on. Mais d'autres, plus superstitieux encore, craignaient que la renvoyer attire la malédiction sur tout le village. Les Picard se retrouvèrent seuls face à l'horreur. Leur véritable fille reposait désormais sous terre, et une étrangère, ou quelque chose de pire, vivait toujours parmi eux. Une nuit, alors que le vent d'ouest faisait trembler les fenêtres, le père crut entendre des pas dans la cour. Il se lava, saisit une lanterne et ouvrit la porte. Là, debout sous la pluie, Pauline l'attendait. Pas celle qu'il connaissait, mais celle qui avait pris sa place. Ses cheveux dégollinaient d'eau. Son visage inexpressif le fixait. Et lentement, très lentement, elle se mit à sourire. Un sourire glacé qui disait, sans un mot, « Je ne partirai pas ».
Le lendemain de la découverte du cadavre, Plouesca n'était plus un village ordinaire. Chaque foyer fermait ses volets plus tôt. Chaque habitant parlait à voix basse. Les femmes se pressaient à l'église. Les hommes refusaient de sortir seuls après la tombée de la nuit. L'affaire Picard était devenue une plaie ouverte, et tous sentaient que quelque chose d'inhumain rôdait parmi eux. La ferme des Picards, autrefois animée par les visites de voisins solidaires, se transforma en un lieu maudit. Plus personne n'osait franchir le portail. Les enfants du hameau, qui jouaient dans les champs, détournaient leur chemin, certains faisant même le signe de croix en passant devant la cour. La famille vivait désormais dans une solitude étouffante, observée de loin comme si elle abritait une contagion invisible. À l'intérieur, l'atmosphère devenait insupportable. Les enfants aînés ne voulaient plus approcher Pauline. Jeanne, la sœur, avait confié en larmes à sa mère qu'elle craignait de croiser son regard. « Quand elle me regarde, disait-elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'âme. » Louis, le plus jeune, se réveillait chaque nuit en hurlant, persuadé qu'elle se tenait près de son lit. La mère, brisée, oscillait entre la terreur et la culpabilité. Elle priait sans cesse, suppliant la Vierge de lui rendre sa vraie fille, de lui enlever cette étrangère. Mais chaque matin, en croisant Pauline dans la cuisine, son cœur se serrait. Elle voulait la rejeter, mais une partie d'elle-même continuait à espérer. Espérer que ce cauchemar se dissipe, qu'il suffise d'un mot ou d'un sourire pour reconnaître enfin son enfant. Le père, lui, s'endurcissait. Ses traits se creusaient, ses yeux perdaient leur éclat. Il parlait de moins en moins, travaillait dehors jusqu'à l'épuisement, puis restait des heures immobile devant le feu. Une nuit, il murmura à sa femme « Ce n'est pas Pauline ». Et pourtant, elle est là. Alors, que devons-nous faire ? Sa voix tremblait, pleine de désespoir. Les gendarmes revinrent encore, mais ils ne pouvaient rien. Officiellement, l'affaire était close. Le corps de Pauline avait été retrouvé. Le reste dépassait leurs compétences. L'église hésitait aussi. Le curé venait bénir la maison, mais il refusait d'affronter directement l'enfant. Lorsqu'on le pressait d'agir, il détournait le regard, murmurant que certaines choses appartenaient au mystère de Dieu. Dans le village, la peur se transforma en haine. Une rumeur circulait. Tant que l'enfant restait dans la ferme, la malédiction planerait sur Plouesca. Certains proposaient de la confier à un office lointain, d'autres, plus radicaux, parlaient d'expulser la famille entière. Le nom Picard, autrefois respecté, devint synonyme d'horreur. Un soir, la maison fut la cible de pierres lancées dans les vitres. Le père sortit en hurlant, mais il ne vit que des silhouettes s'éloignant dans l'obscurité. La mère ramassa les éclats de vire en pleurant, tandis que Pauline restait assise près de la cheminée, impassible, comme si rien ne l'atteignait. Puis, il y eut les animaux. Une seconde vache fut retrouvée morte, la langue tirée, les yeux exorbités. Les chiens du voisinage hurlaient la nuit entière, comme s'ils pressentaient une présence invisible. Certains paysans affirmaient avoir vu une silhouette d'enfant errer près des champs à la tombée du jour, mais disparaître dès qu'on s'approchait. À mesure que la peur grandissait, la maison Picard semblait se détacher du reste du monde. Les jours passaient dans un silence pesant, rythmé par les gestes mécaniques de Pauline. S'asseoir, manger un morceau de pain, fixer le mur, fredonner parfois ses chants incompréhensibles. Un soir d'orage, alors que la pluie battait violemment les vitres, la mère se leva brusquement du lit. Elle avait entendu un bruit de pas dans le couloir. Elle ouvrit la porte et vit Pauline debout, immobile, les yeux levés vers le plafond. La mère lui demanda « Pauline, c'est toi ?» L'enfant tourna lentement la tête et sourit. Ce sourire figé, glacé, qu'elle connaissait désormais trop bien. Le lendemain, la mère n'osa rien dire au reste de la famille, mais elle comprit que ce sourire n'était pas un hasard. Il signifiait quelque chose, peut-être une menace, peut-être une promesse. Et, dans le silence de la ferme, une certitude s'imposait. Ce n'était plus une question de survie, c'était une question de temps. La nuit du 12 mai 1922 resta gravée dans la mémoire de la famille Picard comme un cauchemar éveillé. Le vent soufflait avec violence depuis la mer et la pluie frappait la toiture comme des milliers de doigts impatients. À l'intérieur, la maison était plongée dans un silence tendu. Personne ne parlait, personne ne dormait. Tous attendaient quelque chose sans oser le dire. Le père s'était assoupi près de l'âtre, une hache posée à portée de main. La mère serrait son chapelet si fort que ses doigts en étaient blanchis. Jeanne et Louis s'étaient réfugiés, l'un contre l'autre, les yeux écarquillés. Seule Pauline semblait indifférente, assise sur une chaise près de la fenêtre, fixant les ténèbres dehors. Vers minuit, un bruit retentit. 3 coups lents frappaient à la porte, comme une main qui ne cherchait pas à entrer, mais à appeler. Le père sursauta, saisit la hache et s'avança. Il ouvrit brusquement. Personne.
Le vent s'engouffra dans la maison, éteignant presque la flamme du foyer. Lorsqu'il referma, il se retourna et vit Pauline, debout, juste derrière lui. Elle le fixait, immobile, son sourire étiré jusqu'à l'effroi. Sans un mot, elle marcha vers la fenêtre. Elle posa ses deux petites mains sur les vitres ruisselantes et murmura dans sa langue incompréhensible un flot de syllabes sifflantes qui résonnaient comme un appel. Dehors, dans la nuit, on jura entendre une réponse, un écho lointain guttural venant du bois. Le père, tremblant, s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Pauline, arrête !» Mais à ce contact, l'enfant tourna la tête vers lui et ses yeux semblèrent s'illuminer, brillant d'une lueur pâle, irréelle. Il recula, la hache à la main, incapable d'agir. La mère éclata en sanglots. « Rendez-moi ma fille! Rendez-la-moi !» Sa voix se perdit dans le vacarme du vent. Pauline se retourna alors vers elle, et pour la première fois, elle parla clairement. 2 mots, en français. Sa voix était rauque, adulte, presque masculine. Elle dit « Trop tard !» Un silence brutal suivit ses paroles. Puis, d'un pas lent, Pauline ouvrit la porte. Le vent arracha les volets, la pluie s'engouffra dans la maison. L'enfant sortit dans la tempête, sans se retourner. Le père se lança à sa poursuite, hurlant son nom. Mais dès qu'il franchit le seuil, elle avait disparu. Pas de traces dans la boue, pas d'empreintes dans l'herbe détrempée, comme si la nuit l'avait avalée. Au matin, le calme revint. Le ciel était clair, l'air chargé de sel marin. La ferme Picard portait encore les stigmates de la tempête, tuiles arrachées, vitres brisées, terre détrempée. Mais de Pauline, il ne restait rien. Les gendarmes furent appelés une dernière fois. Ils notèrent la disparition, mais n'eurent aucune explication. Officiellement, l'affaire fut close avec la découverte du corps quelques jours plus tôt. L'enfant revenue, celle qui avait effrayé tout un village, disparut à son tour comme elle était venue, sans explication. Dans Plouesque, les rumeurs continuèrent longtemps. Certains disaient que les Corrigans avaient repris ce qui leur appartenait. D'autres parlaient d'une malédiction ancienne, d'un pacte oublié, mais personne n'osa jamais revenir sur les terres des Picards après la tombée de la nuit. La famille, elle, resta marquée à jamais. La mère ne survécut pas à la douleur et s'éteignit quelques mois plus tard, consumée par la peine. Le père vieillit prématurément, garda le silence jusqu'à sa mort. Les enfants grandirent avec ce souvenir maudit, incapables d'en parler sans trembler. Et l'histoire de Pauline Picard devint une légende noire de Bretagne. Certains disent encore, les soirs de grand vent, qu'on peut entendre une petite voix chanter près des haies de Plouesque, une voix d'enfant fragile et lointaine qui appelle sa mère dans une langue que plus personne ne comprend.